Bonjour à toutes et à tous. Je salue également celles et ceux qui nous suivent depuis leur écran d'ordinateur ou de smartphone, puisque cette conférence est filmée. Une conférence intitulée La logistique prise entre le marteau et l'enclume. Hausse de la demande, des besoins, changement d'usage, zéro artificialisation nette, rareté du foncier. On peut ajouter un contexte inflationniste. Alors que certains découvrent ou redécouvrent l'intérêt et l'utilité de la logistique, l'immobilier qui lui est dédié, lui, navigue en eau trouble et affronte parfois des injonctions contradictoires. Or, je le rappelle, sans entrepôt, pas de logistique. Donc pour en parler et évoquer les solutions possibles à mettre en place, je suis avec Salvi Calz, directeur général France de Panattoni, Thierry Laquitaine, président de l'association Circolab et directeur d'investissement socialement responsable chez AEW, Christophe Ripper, directeur général délégué à la logistique urbaine de Quartus, et Franck Grimont-Prey, président de Logs. Bonjour à tous. Alors commençons par faire un petit point sur le marteau et peut-être un peu d'enclume. Qu'est-ce que le zéro artificialisation nette, également appelé ZAN pour ceux qui connaissent? En quoi ça consiste? Quand est-ce qu'il sera mis en place? Et quelles sont les contraintes pour les acteurs de l'immobilier logistique? On peut peut-être commencer avec vous, Salvi Calz. Oui, bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui, le ZAN, c'est à la fois une étape importante pour notre métier, mais c'est la poursuite aussi d'une tendance de long terme qui a trait à la sobriété urbaine et à la sobriété foncière. Donc, c'est un objectif qui a été édicté de longue date dans l'ensemble des lois et règlements d'urbanisme. Et depuis quelques années, on a vu un changement, non pas dans la volonté, mais vraiment dans le rythme de mise en œuvre de ce concept, avec la volonté de diviser par deux l'artificialisation des territoires agricoles ou naturels en vue d'un objectif d'artificialisation nette, donc zéro. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'artificialise plus, mais en termes de solde global, on doit compenser ce qu'on artificialise. Tout ça nécessite quand même une définition qui est très fine, un travail à la fois macro mais aussi micro, et c'est une démarche qui est en cours. Les services de l'État et maintenant les collectivités locales s'en sont emparés de manière à définir les endroits, quantifier et puis également programmer l'artificialisation future. Mais dans tous les cas, ça va conduire à une limitation très forte des opportunités de développement telles qu'on avait pu les connaître au cours des dernières décennies. L'échéance, c'est 2050, c'est ça? Alors, c'est 2050, sachant que le premier jalon contraignant, ça sera 2030. Donc, à partir de 2030, on rentrera dans cette logique de réduction progressive de l'artificialisation nette. Donc, d'ici là, on est plutôt sur une logique d'abord de mise en place de ces mécanismes et puis également de sobriété. Et on voit bien que déjà tous les services de l'État, toutes les collectivités sont emparées de ce concept et essaient de l'appliquer. Donc voilà, on rentre d'ores et déjà dans cette logique. Elle deviendra contraignante à partir de 2030, 40 et 50. D'accord. Thierry, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à cette ZAN? Alors, je dirais que le premier sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est la motivation de cette loi. La loi climat-résilience, c'est pour lutter contre le dérèglement climatique et pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc les motivations sont vertueuses et on ne peut qu'être d'accord. Des difficultés qu'on a, c'est que la logistique, en termes d'utilisation des sols, n'est de loin pas le premier utilisateur, puisque les surfaces de logistique représentent moins de 5% des sols artificialisés. Donc ça ne représente pas grand-chose. Et on peut imaginer assez facilement que ce texte va avoir comme conséquence une raréfaction encore plus importante du foncier, donc une augmentation du coût du foncier, de la complexité dans le montage des dossiers, et avec de nouvelles contraintes, sachant que l'activité logistique est déjà fortement encadrée, avec de nombreuses réglementations, et d'ailleurs qui sont
qui sont assez, lorsqu'on regarde au niveau européen, plutôt très exigeantes en France, donc ça va venir renforcer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce que même si la logistique, ça représente moins de 5% des sols artificialisés, la logistique a quand même une responsabilité dans l'effort national de lutte contre le dérèglement climatique. Alors, il y a beaucoup de choses qui restent à définir, puisque aujourd'hui, on a une loi et qu'on attend un certain nombre de textes qui vont venir préciser un certain nombre de points. Et je pense que c'est dans les détails que vont se cacher les difficultés. D'accord. Autre contrainte vécue par le secteur, il y a cette hausse de la demande, alors aussi bien en bâtiment XXL qu'en bâtiment XXS. Et quand je parle de XXS, je pense en particulier au milieu urbain. Là, le souci de l'immobilier logistique n'est pas forcément lié aux ZAN. Christophe Ripper, alors je fais appel à vous puisque vous êtes délégué à la logistique urbaine chez Quartus. Effectivement, en milieu urbain, le souci, c'est plutôt la rareté du foncier qui soit adapté à la logistique urbaine. Ce qu'on a constaté ces dernières décennies, c'est un desserrement logistique, c'est-à-dire que des outils qui existaient en milieu urbain de façon historique, on parlait de quais de messagerie, souvent situés le long des réseaux ferroviaires, du bureau de ville en ville, etc., etc. Tous ces équipements ont quitté la ville petit à petit pour X raisons, le coût du foncier, des riverains qui ne les acceptaient plus, des politiques qui ne les ont pas défendus. Donc on a vu s'éloigner ces outils avec un bilan derrière quand même économique, et environnemental et social assez dégradé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de réinvestir la ville dense, en tout cas la ville, avec de nouveaux outils, avec de nouvelles approches foncières, pour essayer d'accompagner les professionnels intervenant dans la distribution des marchandises en ville et leur permettre de mettre des schémas urbains, résilients et durables. Ce qui rend aussi l'approche foncière difficile à l'échelle urbaine, c'est l'atomisation des réglementations. On voit qu'à l'échelle d'une métropole ou d'un grand territoire métropolitain, vous pourrez avoir plusieurs règlements qui n'iront pas tous dans le même sens et qui complexifieront le fait d'aller poser un objet à un endroit, d'un point de vue urbanisme en tout cas, d'un point de vue aussi circulation, déplacement des marchandises. Et ça, c'est quand même un fait à mettre en avant et un frein pour le développement de la logistique urbaine. D'accord. Franck, alors, ce serait peut-être bien d'expliquer un petit peu le métier que vous faites, parce que là, on a investisseur, promoteur, développeur immobilier. Alors personnellement, je connaissais Logs en tant que prestataire logistique, mais je crois que vous avez aussi des choses à dire en matière d'immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on travaille ensemble, mais on n'est pas de la même famille. Ce sont des aménageurs, des promoteurs qui nous rendent à disposition éventuellement des outils de production. Nous, on est avec beaucoup d'humilité, j'essaie de représenter aujourd'hui les utilisateurs, nos clients, et puis nous, les prestataires. Je pense qu'on a un petit peu anticipé, messieurs, ce qui vous arrive, donc ce qui nous arrive ensemble. Puisque nous, en gros, depuis 20 ans, on fête nos 20 ans cette année chez Logs, on a fait un entrepôt par an. Donc on n'est pas surpris du constat que vous faites et on n'est pas surpris des dispositions qui sont prises par l'État. Parce que les entrepôts à chaque échangeur d'autoroute, les entrepôts à chaque pied de rocade, tout ça, à un moment, il faut que ça soit un petit peu coordonné et réglementé. Donc nous, on est des utilisateurs pour nos clients qui cherchons avant tout la multimodalité, le barycentre, qui cherchons avant tout le bassin d'emploi, qu'on soit très clair. Les entrepôts aujourd'hui où il n'y a personne autour, quand on y va avec une enseigne, on en souffre. Mais on en souffre gravement. C'est-à-dire qu'il y a une inflation du prix de revient de l'unité logistique qui est prestée. Donc voilà notre métier, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on essaie de faire avec nos partenaires ici à ma droite. Oui, la législation a évolué, oui, elle est nécessaire parce que je pense que vous l'avez dit, c'est vertueux, mais c'est aussi l'esprit de dire arrêtons de faire des choses qui ne soient pas dans une certaine cohérence. Et il y a des axes, on a vu naître, nous sommes nés chez Logs dans le nord de la France. On rayonne dans toute la France. On est à Bordeaux, on est à Marseille, on est à Lyon, on est dans l'Est. On constate quelque chose, c'est que partout, ça a été le même problème. Et dans le Nord, on a un projet structurant qu'on soutient très fortement, qui est le canal Seine-Nord-Europe. Voilà quelque chose que tous ensemble, on a su faire avec ces messieurs, mais avec les pouvoirs publics, avec une volonté de l'État, c'est de faire un axe stratégique
qui nous permettent, le long de cet axe, de faire 4 plateformes logistiques multimodales, où on va arrêter de mettre des véhicules sur les routes quand on peut faire du report, où on va arrêter de faire de la densification et de la massification par ailleurs, qui ne soit pas dans une cohérence du bien-être de tous sur Terre. Pour la partie urbaine, il n'y a pas de secret, on y viendra après, je pense. C'est un vrai sujet de reconversion des sites. C'est un vrai sujet de transformation, d'adaptation. On est en étroite collaboration avec la Poste. La Poste est exemplaire dans le domaine. La SNCF pourrait l'être mieux. Voilà ce que j'ai envie de vous dire à ce stade. Justement, on va compléter avec comment les acteurs de l'immobilier logistique réagissent par rapport à ces contraintes, que ce soit en ville ou hors agglomération. Comment on encaisse en fait ces contraintes réglementaires, foncières. Est-ce que l'un de vous veut commencer pour compléter? En fait, on s'adapte forcément. On s'adapte forcément, on trouve des solutions qui sont innovantes souvent. Ce que l'on demande d'un point de vue, alors si je parle d'un point de vue réglementaire, les documents d'urbanisme, etc., ce qui est quand même, la demande, c'est qu'il y ait une vision peut-être un peu plus globale à l'échelle des agglomérations, des métropoles, pour accompagner le développement de l'immobilier logistique. On demande aussi est-ce qu'il y ait une certaine stabilité dans les règlements pour que les cycles longs comme l'immobilier puissent se développer. Ensuite, on trouve des solutions. Je vous donnerai l'exemple. Le 3 janvier, on a débuté la construction d'un bâtiment qui fait 30 000 m², donc c'est un grand bâtiment, dans le 7e arrondissement de Lyon, donc c'est en pleine ville. Et en fait, on pose ce bâtiment sur un ancien site logistique et industriel qui a nécessité une démolition, une dépollution, et on reconstruit un bâtiment qui correspond aux nouvelles prérogatives de la ville, des riverains, avec une architecture, avec tout un accompagnement de paysages, une production d'énergie et des cellules qui soient adaptées aux demandes du marché. Voilà, et ça c'est intéressant. Un autre exemple, on s'adapte, on va déposer un permis de construire pour de nouveau un grand bâtiment logistique. Alors cette fois-ci c'est plus à Lyon, mais c'est sur Paris, c'est en limite de Paris, le long du périphérique. On dépose un permis de construire sur un site qui aurait dû accueillir un site tertiaire. Il y avait un projet tertiaire, pareil, après démolition d'un bâtiment industriel. Donc il y a un site tertiaire qui devait se construire ce terrain, ce foncier. Le site n'est pas allé jusqu'au bout de son cycle. Et ce n'est pas du tertiaire qui va être construit sur ce terrain, ce sera de la logistique verticalisée sur X niveaux pour s'adapter à la fois au terrain et à la demande. Et hors agglomération? Oui, alors je pense que hors agglomération, l'approche est un petit peu différente et je pense que les objets tels qu'ils seront construits seront assez similaires à ce qu'on avait l'habitude de construire sur des terrains à artificialiser. Mais par contre, le gros changement pour moi, ça va être un changement en termes de type de terrain sur lesquels on va travailler. Donc on va travailler sur beaucoup de friches, sur des terrains qui sont déjà artificialisés, qu'il faut repositionner. Et donc ce qui va nécessiter deux choses, c'est une nouvelle expertise en termes de gestion de ces projets-là, parce que ce n'est pas la même chose d'aller développer un projet sur un terrain agricole que sur un terrain anciennement industriel, potentiellement pollué. Et l'autre vrai changement, c'est en termes d'ingénierie financière sur ces projets-là, puisque c'est souvent des sites qu'il faut acheter cash, qu'il faut porter un certain temps, il faut anticiper ces risques, les évaluer, souvent mobiliser des capitaux beaucoup plus tôt dans le projet. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec cette réduction de la disponibilité du foncier, on a des prix qui sont en train de complètement exploser. Donc on a besoin d'avoir à disposition des fonds en quantité importante, qui est aussi cette appétence pour le risque. Et donc, chez Panattoni, en tout cas, c'est notre ADN et notre volonté tous les jours d'essayer de marier ces projets sans doute un petit peu compliqués avec des sources de capitaux qui ont cette appétence pour le risque, mais aussi cette compréhension et qui se placent aussi dans une démarche de fourniture d'une offre pour les clients utilisateurs finaux.
et qui comprennent qu'un projet de développement, c'est un projet à 3, 5, 10 ans. Donc ça va évoluer avec le temps. Donc il faut avoir des moyens importants, de la souplesse, de la compréhension et de la réactivité. Et c'est pour moi la clé du succès dans les années qui viennent. Là, on devine qu'il y a des particularités à la réhabilitation de friches, alors urbaines, logistiques ou industrielles. Quels sont les freins éventuellement? Parce qu'on pourrait se dire pourquoi ça n'a pas été fait avant. Après tout, c'est très logique. Il y a une part des infrastructures qui sont déjà là. Il y a le bassin d'emploi passé ou actuel. Pourquoi on ne le faisait pas avant? Il y a quand même des choses qui ont bloqué. Franck, vous vouliez... Moi, je vais être très clair, mes collègues ici seront d'accord. C'était plus rémunérateur pour eux et un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, ils ont choisi des solutions simplifiées. Pour notre part, on en a fait 5. On a un retour d'expérience, 5 sites friches réhabilités. C'est très onéreux, c'est très long. J'entends des délais de 3, 5, 10 ans. C'est très inquiétant parce que la transformation de la supply, elle se fait là très vite. Donc, j'espère qu'ils n'arriveront pas trop tard pour nous, donc pour nos clients, donc nous ensemble pour nos clients. J'avoue que le premier point, c'est l'économique. Le deuxième, c'est que la facilité, vous l'avez entendu. Le troisième, c'est quelle est l'attente du client final? Est-ce qu'on est sur un barycentre d'un stock pan-européen, ouest-européen, ou est-ce qu'on est au cœur d'une agglomération, comme vous le disiez fort bien, et auquel cas, il faut être à Lyon pour arroser en plusieurs fois par jour, pour ne pas prendre des termes anglicanisés. C'est ça, c'est l'attendu du client final qui va faire les choses. Il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Je pense qu'il y a un client à servir. C'est nous consommateurs, nous les prestataires ou l'enseigne en direct. Et ensuite, selon son besoin, c'est d'adapter. Moi, je suis curieux de savoir le prix que ça va représenter tout ça, parce que nous, on a un retour d'expérience. Donc, si vous voulez un petit débat, moi, j'écoute ces messieurs avec grand plaisir, parce que s'ils sont meilleurs que moi, j'apprendrai. Et apprendre tous les jours, c'est grandir. Alors, en ce qui concerne le besoin de l'utilisateur, encore faut-il que lui-même sache ce dont il a besoin dans les 3 à 5 ans à venir. Je pense qu'on le sait. Au moins, à court terme, on le sait. Je vous assure, les opérateurs le savent. Salvi, vous vouliez Oui, compléter et là-dessus, notre rôle, c'est précisément de travailler sur des projets à 3, 5, 10 ans pour les porter à maturité et pour que Franck, quand il a un projet à 6 mois, ait une solution avec un bâtiment qui a été lancé en blanc, qu'on a pensé depuis longtemps, sur lequel on a pris des engagements à long terme et on les amène à maturité. Le but, c'est pas de demander à des utilisateurs de se projeter forcément à 10 ans. Ça, c'est notre rôle de prendre des paris, d'accompagner ce développement et quelque part aussi de le planifier sur la base d'anticipation qu'on peut faire. Et ce qui veut dire qu'il faut des compétences en particulier en interne pour ce type de dossier de réhabilitation? Alors oui, nous on est, je pense, un des rares développeurs en Europe à avoir une équipe chargée de vraiment des sujets pollution en interne avec des gens qui ne font que ça sur toute l'Europe. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Il y a après aussi un aspect en termes de recherche foncière, parce que ce n'est pas les mêmes interlocuteurs quand on va parler à une commune qui a une ZAC de logistique, et quand on parle avec des industriels qui ont peut-être des sites en déshérence à retravailler. Donc il faut s'adapter là-dessus. Et ensuite, c'est sur la conduite des projets, qui sont des produits qui sont un peu différents. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites par le passé. Moi, dans ma précédente entreprise, j'ai fait plus de la moitié des projets sur lesquels j'ai travaillé sur des friches. Donc, il y a déjà pas mal de track record. Mais c'est vrai qu'on va passer un peu d'une niche de marché à quelque chose qui sera sans doute un peu le tout venant dans l'avenir. Donc, on va s'adapter et comme on s'est déjà adapté à plein d'autres choses par le passé. Thierry? Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, je crois qu'aussi... je regardais sur le site des friches industrielles qu'il y a actuellement 7000 sites qui sont recensés, ce qui est énorme. Par contre, quand on regarde l'adéquation de ces friches avec les besoins de la logistique, ça ne correspond pas forcément. Et j'aimerais bien que cette analyse soit faite pour qu'on voit combien de sites resteraient disponibles pour la logistique. Donc c'est l'adéquation en termes de taille, en termes de localisation, et aussi les autorisations d'urbanisme. Parce que zéro artificialisation nette, c'est facile à dire. Par contre, ça nécessite une mise en cohérence de l'ensemble des autres dispositifs et réglementations, notamment les outils de planification, les PLU, les PLUI, etc. C'est assez récent le fait que les politiques parlent de logistique urbaine. Parce que pendant des années, la logistique était, au contraire, par les politiques, repoussée très loin à l'extérieur, à proximité des zones agricoles et loin des zones urbaines. Donc là, c'est aussi une modification de mentalité des politiques.
Donc il va falloir mettre tout ça en cohérence. Franck, vous aviez l'air d'acquiescer sur le... Ah, complètement. Je pense que les pouvoirs publics, bon, on va laisser passer les élections. Et derrière, il y aura des nouvelles équipes qui vont prendre en considération ces points-là. Vous le dites fort bien, on a besoin de se parler, d'exprimer les besoins du client et derrière de pouvoir faire de l'entrepôt à étage. On a Quartus en parlait tout à l'heure, c'est important, mais à quel coût? Il faut que l'ensemble de la communauté de la supply ait conscience qu'en entrepôt urbain, ça va coûter beaucoup plus cher. La reconversion des sites, industriels ou autres, parce que ça peut être des sites logistiques qu'on démonte et qu'on remonte nouvelle génération, ça va coûter plus cher. Il y a pas, Et puis quand vous entendez, parce que personne n'ose le dire, mais depuis un mois, on a pris 100 points de base. La financiarisation de l'immobilier est en train de prendre un coup de pied aux fesses. Donc on va voir tout ça, comment ça va évoluer. Parce que dans les schémas logistiques, pour nos industriels, c'est ceux qui auront déjà fait les opérations, qui auront déjà été propriétaires des fonciers. C'est le cas dans des confrères de chez nous. Je vais les citer. Je n'ai pas Forêt-Mâché ou Logs ou Deray. Enfin, on a du foncier. On est depuis longtemps dans cette dynamique et on est très attaché à pouvoir accompagner nos clients sur un prix maîtrisé. Parce qu'à la fin, il faudra le mettre quand même dans le prix à la pièce, dans le prix au colis, dans le prix à l'unité de vente. En tout cas, quelles que soient les contraintes auxquelles vous faites face, ça fait partie aussi de la richesse de vos métiers et sans doute pourquoi vous l'exercez. C'est-à-dire de trouver le moyen de contourner. Alors, du coup, j'imagine que vous avez réfléchi à des pistes d'amélioration. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ce soit la zéro artificialisation nette, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque ça va dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement. Enfin voilà, ça fait partie aussi de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez imaginé comme chose qui pourrait aider, accompagner pour que ce soit des choses réellement positives et pas seulement des contraintes qu'il faut... Alors là-dessus, je pense que, et Franck le disait tout à l'heure, c'est quand même un point essentiel, c'est que les sites déjà artificialisés, généralement, ils sont dans un milieu qui est beaucoup plus urbain. Donc ils permettent, dans un cadre où aujourd'hui le client final, qu'il soit distributeur, qu'il soit même industriel ou e-commerçant, veut toucher le consommateur final, il vaut mieux partir avec des sites qui sont déjà dans un tissu urbain plutôt que de sites qui sont à 4 sorties d'autoroute de là. Donc je pense que ces sites un peu historiques ont vraiment un très grand intérêt. Deuxième, pour les opérations. D'un point de vue embauche des salariés, c'est souvent aussi des sites qui sont dans des zones où il y a du transport en commun, des petits restos, des services, il y a une piste cyclable, on n'est pas obligé de prendre sa voiture et de griller en plein de gazole le matin et le soir pour aller travailler. Et dans le contexte actuel, c'est un point qui est très favorable, je pense. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif. Et le dernier point, c'est aussi quant à l'image des projets. Et ça, je reviendrai sur l'aspect financement de ces opérations. Vous avez peut-être entendu parler récemment de tout ce qui est des contraintes qui vont être mises en place par l'Europe sur le financement des grands projets d'infrastructure, qui essaient de réorienter les financements vers des projets vertueux. On a des discussions avec des banquiers qui nous disent, écoutez, aujourd'hui on nous demande juste de faire un scoring pour savoir un petit peu où on en est sur les projets. Donc typiquement, un projet où on va aller artificialiser des zones naturelles, il va avoir une note assez mauvaise. Vous savez, comme les notes d'énergie ou le Nutri-Score, donc on sera dans les notes assez basses. Ce qui risque de se passer dans quelques années, c'est que les projets qui auront des notes faibles auront du mal à se financer. On a déjà pris 100 points de base sans rien faire. Ils auront sans doute des primes de risque ou des pénalités, on va dire, de taux d'intérêt, jusqu'au jour où les banques couperont le robinet en disant non, mais vos projets, on n'en veut pas, parce qu'on ne veut pas contribuer à artificialiser du terrain naturel. Et on sent bien que les investisseurs avec lesquels on travaille sont dans la même logique, parce que les utilisateurs aussi, quand ils doivent pitcher auprès d'un grand groupe industriel international qui met des grands objectifs de décarbonation et de respect de l'environnement, ne peuvent pas se poser sur un site qui vient artificialiser des terres ou qui ne respecterait pas une espèce de tendance globale. Donc voilà, petit à petit, on voit que le jeu est en train d'évoluer.
et que ce qui était la norme auparavant va être petit à petit un peu dépassé et que ce qui était l'exception va devenir la règle. Vous le disiez, Thierry, il y a aussi les pouvoirs publics qui parlent de logistique, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils le prennent un petit peu plus en compte. Est-ce qu'il faudrait une commission qui fasse le lien entre les différents acteurs publics, privés, au niveau immobilier, au niveau utilisateur? Comment les échanges peuvent se mettre en place entre vous? Alors, je pense aux prestataires, je pense promoteurs, investisseurs. Bon, ça, vous êtes déjà dans la même boucle. Mais voilà, avec les pouvoirs publics aussi, est-ce que c'est des choses... Alors, en effet, je pense que l'ambition de ce texte est considérable et que pour pouvoir le mener à bien, avec déjà un horizon temporel jusqu'à 2050, avec une mise en cohérence d'un bon nombre de réglementations existantes, ça va nécessiter une gouvernance forte, déjà de la part des pouvoirs publics. Et je pense que ça devrait être géré au niveau directement du gouvernement, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas un objectif projet par projet. Ce n'est pas zéro artificialisation pour chaque projet logistique. C'est un objectif national. Ça veut dire qu'il va falloir consolider. Il y aura une répartition territoriale qui sera différenciée. Il va falloir là aussi coordonner et consolider. Donc ça demandera un pilotage quand même très complexe et fin, et donc une grosse coordination, et le sujet de la gouvernance est majeur. Et nous, on est un acteur européen. On gère un portefeuille de logistique dans toute l'Europe, de plus de 200 bâtiments, et on voit bien que dans certains pays, on utilise moins de foncier que dans d'autres. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les Français sont plus mauvais que les autres. C'est parce qu'en France, on a des réglementations qui nous imposent des distances d'éloignement entre la façade et les limites de la parcelle qu'on n'a pas aux Pays-Bas. On a des bâtiments aux Pays-Bas, on a la façade, on a la clôture. Donc effectivement, on utilise moins de foncier. Et à un moment, il va falloir faire des choix. Je parlais tout à l'heure de cohérence. Il va falloir, je pense, certainement aussi assouplir certaines réglementations. Je veux bien qu'en France, on soit meilleur que tous les autres pays européens, mais dans d'autres pays, on n'a pas l'équivalent de la réglementation ICPE, en tout cas beaucoup moins draconien, qui nous impose déjà énormément de contraintes et consommatrices de foncier. Alors, dans la partie zéro artificialisation nette, je dirais il y a une partie dont il faudrait qu'on parle aussi, c'est le net. Parce que le zéro en ce moment est très à la mode, hein, zéro carbone, zéro, dès qu'on a un problème, il y a une loi zéro quelque chose, mais en l'occurrence c'est zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'il va y avoir de la compensation, et notamment pour la biodiversité. Et j'ai hâte de voir ce que les pouvoirs publics vont proposer, et c'est justement ce travail d'échange, de dialogue, de concertation, pour mettre en place des dispositifs qui tiennent la route physiquement et financièrement. Mais la question de la compensation va se poser aussi de manière importante. Oui, tout à fait. Des compléments, oui, Christophe? Oui, on parlait de dialogue entre les villes, les décideurs, les aménageurs urbains ou des territoires et les professionnels. En tout cas, en milieu urbain, depuis les années 90, il y a eu énormément de progrès réalisés sur ce plan-là. La plupart des grandes métropoles françaises, même certaines agglomérations de plus petite taille, ont créé des commissions de dialogue entre les professionnels intervenant localement et les décideurs locaux, les services techniques. Beaucoup de documents d'urbanisme ont fait l'objet d'une lecture marchandise, c'est-à-dire qu'on a intégré la vision des marchandises dans la lecture de ces documents, ce qui n'existait pas avant les années 90. Donc il y a eu quand même pas mal de progrès réalisés, ce qui permet, en tout cas en logistique urbaine et pour certains types d'acteurs et certaines filières, alors ça ne concerne pas toutes les filières, de pouvoir positionner des objets logistiques là où on n'aurait pas pu le faire avant. Moi, j'ai par exemple posé un objet logistique qui a été mis en exploitation en 2013 et il fonctionne depuis 2013, donc il est robuste, dans l'épaisseur d'une dalle urbaine. C'est à Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement, sur 3000 m². Et c'est un objet qui aujourd'hui fonctionne très bien, où il y a à peu près 8000 colis qui transitent par jour. La distribution se fait complètement en véhicule électrique. Et on a pu faire ça parce que le document d'urbanisme local, le PLU, permettait une reconversion et le positionnement de la logistique sur cette zone-là. Autrement, on n'aurait pas pu le faire. On dialogue aussi avec des acteurs avec lesquels on n'aurait jamais dialogué pour aller vers, certes, de la logistique verticale, de la mixité d'une programmation mixte, hein, ce que les documents d'urbanisme nous permettent de faire alors qu'on ne pouvait pas le faire avant. Cette mixité dans la programmation nous permet de faire revenir ou de faire rester la logistique à un coût acceptable pour elle, en faisant supporter une partie du foncier, une partie du coût du bâtiment à d'autres activités que la logistique,
pour justement permettre à la logistique de rester ou de revenir à un coût acceptable. Enfin, on discute avec des acteurs avec lesquels j'aurais jamais discuté avant. Exemple, la RATP, qui a pas mal de surfaces pour stationner ses bus. Ces surfaces sont utilisées la nuit, mais elles sont vides le jour. Et il se trouve que moi, je discute avec des opérateurs logistiques qui ont besoin de surface le jour et ils n'en ont pas besoin la nuit. Lorsqu'on discute avec la RATP, il s'avère que les garages à bus, ils ont la même charge au sol que la messagerie, ils ont la même hauteur que la messagerie, ils ont les mêmes gyrations que la messagerie et ils ont les mêmes besoins de puissance électrique que la messagerie pour les véhicules électriques. Donc l'idée, c'est de mettre de la logistique le jour et des bus la nuit. Donc ça baisse le coût et ça optimise l'utilisation de l'espace. Voilà. Et ça, les documents d'urbanisme aujourd'hui le permettent aussi. Donc il y a eu beaucoup d'efforts de fait là-dessus. Peut-être un point là-dessus. Je pense que aujourd'hui, le principal défi, c'est sur l'agglomération parisienne, parce que ce travail un peu de mise en cohérence des documents d'urbanisme, il a souvent été fait au niveau métropolitain dans beaucoup de capitales régionales, à Lille, à Lyon, etc. Alors avec des fortunes diverses et une place laissée à la logistique qui est parfois assez limitée. Mais en tout cas, il y a des règles qui sont édictées et généralement, il y a une stratégie d'ensemble. Sur Paris, si on prend le périmètre pertinent pour la logistique, qui est peut-être de 2 heures de route autour de Paris, on a quoi? On a 4 ou 5 régions, on a peut-être 20 départements et des milliers de maires. Donc, et chacun a sa petite vision sur son petit territoire. Donc on a là un vrai défi qui est celui de la mise en cohérence de tous ces territoires pour éviter que la logistique qui s'implante ne soit traitée qu'à l'aune d'un territoire de quelques kilomètres carrés, alors qu'on est sur un marché qui est, à l'Île-de-France, c'est l'équivalent des Pays-Bas ou de la Pologne en termes de PIB. Donc on est vraiment dans des logiques de grande ampleur et on n'a pas en face cette réponse qu'on commence à avoir au niveau de l'État. Et c'est un point, on est plusieurs sociétés à être signataires de la charte d'engagement réciproque qui a été portée par la FILOG au cours des derniers mois. Et c'est la première fois quand même qu'on avait une volonté de l'État d'essayer de tirer le secteur vers le haut et aussi de prendre des engagements positifs vis-à-vis de notre secteur, avec 3 ministres qui ont signé avec Claude Sanson le document, ce qui est quand même aussi un bon signe de la volonté politique de porter ces sujets-là, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc on progresse, mais il y a encore du chemin. Thierry? Oui, alors je voulais préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un objectif national qui va être décliné au niveau territorial, qui va être intégré au PLUI, au PLU, enfin avant au SCOT, mais ça veut dire qu'il va y avoir une concurrence entre les communes, entre les régions, et qu'il va y avoir des arbitrages à faire, et que de toute façon l'État ne va pas être compétent pour estimer les besoins en matière de marchandises pour les commerces physiques, l'e-commerce, pour les 10, 30 prochaines années. C'est-à-dire que les organisations professionnelles devront être sollicitées et devraient anticiper ce sujet qui va avoir un énorme travail pour la déclinaison de cet objectif national sur les différents territoires et les communes. Donc c'est là que je parle de coordination et de gouvernance. Effectivement, il y a différents niveaux, différentes échelles à prendre en compte et avec des échanges possibles. Franck, vous vouliez ajouter un élément? Non? Moi, je pense qu'on a un vrai changement de comportement, et nous, on l'a constaté dans les Hauts-de-France, des interlocuteurs pour nos plateformes. L'artificialisation, on vient d'en parler, ça commence à donner des vrais boutons à tout le monde. En revanche, sur les sites à transformer, je peux vous dire qu'il y a une vraie mobilisation. Mais alors, tout clivage politique mis à part, on est soutenu. Les préfets sont mobilisés, préfets de région, les sous-préfectures. On a les ministres qui se déplacent. Alors, vous les avez eus peut-être dans des belles signatures. Nous, on les a eus sur le terrain. Je prendrai la transformation d'une usine à Béthune. On a 160 000 m² en branchée fluviale, en branchée ferroviaire. On a eu seulement 3 ministres, d'accord? Donc autant que quand ils signent à Paris. Et derrière, c'est quoi leur intention? C'est de dire, écoutez, vous êtes au cœur du bassin d'emploi, vous êtes dans une reconversion, on n'a pas que des qualités sur ce site, mais vous en avez mis en avant. C'est un site, je le prends toujours comme exemple, parce que c'est un site qui a été visité par tout le monde, mais personne n'y est allé. On a osé y aller. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que mes
nos partenaires ici présents y aillent beaucoup plus, fassent les montages qu'ils ont indiqués avec une vraie énergie de l'État. Vraiment, je voudrais qu'on ne tape pas sur l'État parce qu'il y a une vraie mobilisation des services, je dirais, autour de la DREAL, ce qu'on appelait la DREAL, nous. J'entends les problèmes de clôture, etc. Oui, mais à l'inverse, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être meilleur que les autres pays européens? Parce que quand il y a un incendie, le fumologue nous dit aussi que le rayonnement flux thermique, c'est quand même inquiétant. Et la responsabilité de nos donneurs d'ordre dedans avec leurs produits, l'image de marque pour eux, l'image pour notre entreprise, attention à ce qu'on fait. On sait que le béton explose, on sait que le métallique fond, se recroqueville sur eux. On ne dit pas tout ça. Aujourd'hui, on est parti dans un modèle économique de bâtisseur. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit dans un modèle économique pour le client, dans un modèle économique de transformation de ce dont on dispose, et on dispose de choses. La preuve, c'est qu'on est soutenu par l'État. Et tout ça sur un modèle économique qui, peut-être, est bien moins cher que ce qu'on veut construire, parfois. Et avec des friches paumées un peu partout, où il faut faire des échangeurs autoroutiers qui coûtent très cher, qu'on ne veut plus faire forcément, où il faut faire des voiries, des ronds-points, enfin, des choses qui sont nécessaires à nos véhicules électriques, hydrogène et tout ce que vous voulez derrière non polluants. Mais c'est la réalité de ce qui se passe. Ou alors, il fallait avoir des grandes surfaces foncières, des réserves, ce qu'on a essayé de faire, nous, les acteurs de la supply, que ce soit en transport, que ce soit en logistique sous un toit. Je discutais avec une enseigne bien connue ici dans la messagerie qui dit « Moi, je vais agrandir tous mes sites urbains ou périurbains qu'ils ont. » Parce qu'ils ont les entreprises familiales logistiques françaises, transporteurs français, ont des surfaces. Peut-être qu'il faudra le concours de mes voisins pour leur dire c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a d'autres métiers qui vont naître également autour de ce qui est à faire. Pourquoi? Parce que le client final, il veut son colis plusieurs fois par jour et quand il veut redéposer un colis parce qu'il faut avoir la concentration des stocks au bon endroit selon un bassin de consommation. C'est mon avis. Moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses, mais je pense qu'on est d'accord globalement. Mais il y a plein de bonnes choses qui s'établissent et on est dans une vraie dynamique et plein de perspectives. Où il va falloir aller vite et où les friches, parce qu'on parle beaucoup des friches, les 7000, franchement, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui sont adaptés. Et il va y avoir beaucoup de kilos-euros à mettre. Et quand je connais leur ratio et les 100 points de base, les 200, les 300 que ça prendra, ça va coûter très cher après. Donc il y a des contraintes, il y a des ajustements à faire, mais il y a plein de bonnes choses aussi qui se passent depuis 20 ans. Alors, vous parlez des années 90. Voilà. Mais en tout cas, il y a des évolutions et les services de l'État qui accompagnent plus ou moins. Voilà. Mais en tout cas, ça avance. Je me tourne vers la salle. Je vois une personne. Si éventuellement vous avez des questions, il y a un micro. Alors, levez la main. Oui, je crois qu'il y a un monsieur ici, c'est ça? Non, vous vouliez pas? Xavier, non? Tu as levé la main, tu dois poser une question. Non, pas de... Bon, écoutez, Christophe, vous vouliez répondre à une question non posée? Non, je rebondis sur le terme intermodalité a été cité à plusieurs reprises. Moi, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, on travaille sur des sites, on identifie des sites, on les fait passer par des filtres pour voir s'ils sont éligibles ou pas à la logistique, pour correspondre justement aux besoins de nos clients utilisateurs et exploitants. Un critère qui revient sur le devant de la scène alors qu'on sait qu'il avait disparu et en tout cas on sait qu'il est encore très difficile à mettre en œuvre, c'est la notion d'intermodalité. Et même en milieu urbain, je citerai 3 exemples. L'appel à projet qui a été lancé par la métropole de Paris, je crois, sur le site de Bercy-Poniatowski, imposé dans le futur hôtel logistique, 3 niveaux sur le socle logistique, un niveau embranché fer, un niveau route-route et un niveau embranché au tram, le T3 qui serait décroché dans le bâtiment pour entrer dans le dernier niveau. Donc là, on voit qu'il y a une volonté de la collectivité, dans le cahier des charges, de préserver l'avenir pour activer cette intermodalité quand ce sera possible de le faire. On travaille sur un projet d'hôtel logistique à Nice, dans la plaine du Var, où là, on a une notion d'intermodalité, non pas amont, c'est-à-dire faire arriver des marchandises dans l'hôtel logistique par le train ou autre. C'est une intermodalité aval, c'est-à-dire c'est utiliser les chemins de fer de Provence qui rentrent dans le centre de Nice et qui vont sur la plaine du Var et ensuite repartent vers Digne pour faire rentrer des marchandises dans le centre de Nice par ce chemin de fer de Provence. Et le lieu sur lequel on travaille, il n'a pas été choisi par hasard, c'est que les chemins de Provence le traversent
Et là, on voit une logique aussi sur les choix du foncier. Et dernier exemple, c'est un bâtiment sur lequel on travaille aussi à Toulouse, qui est très proche du centre-ville historique de Toulouse et qui est le long du canal latéral à la Garonne, encore une fois, pour cette notion d'intermodalité. Et que ce soit la collectivité ou nous, voilà, on pousse vers ce choix lié à l'intermodalité, pas forcément pour le mettre en œuvre tout de suite, mais pour préserver l'avenir. Alors, il y a une question. Est-ce que la personne qui a le micro... Ah bah une question. Alors après l'intermodalité, est-ce que la question de la réversibilité des sites est également intégrée au projet? Alors peut-être, et après je vais te laisser la parole. Merci pour la question, c'est une très bonne question parce que en fait ce qui est fait avec cette loi, c'est de dire que finalement le sol est une ressource limitée et d'inciter à la sobriété dans l'utilisation de cette ressource. Et je trouve que ça c'est très positif. Et lorsqu'on regarde la réglementation thermique qui parle d'analyse de cycle de vie, donc ils vont intégrer les matériaux, finalement la logistique maintenant ira plus loin puisqu'elle va aussi intégrer le terrain. Et donc ça peut inciter à faire un urbanisme circulaire, de même qu'on le fait sur les matériaux, d'avoir des... Mais pour faire un urbanisme circulaire, il faut aussi que les réglementations l'autorisent. Et lorsqu'on parle de réversibilité, il faut que d'autres usages soient possibles à cet endroit-là. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment, aussi bien les réglementations ICPE qui interdisent dans la plupart des cas d'autres usages que les réglementations d'urbanisme doivent permettre cette réversibilité. Et qu'on ait aussi une mixité des usages et qu'elle soit autorisée au niveau juridique et au niveau des mentalités. Parce que la logistique est perçue aussi comme une source de nuisance, ce qui peut se comprendre avec les transports, les camions, etc. Mais pour sortir de l'intention, il faut mettre en cohérence les autres dispositifs. Peut-être sur ce point de la réversibilité, aujourd'hui on a une situation dans les zones denses où il y a plein d'écoquartiers, de nouveaux projets urbains qui sont construits sur d'anciennes zones logistiques. Alors ce n'est pas les bâtiments en eux-mêmes qui sont retravaillés, même si des fois il y a quelques entrepôts qui ont été transformés en bureaux, des entrepôts du début du XXe siècle ou avant qui ont été transformés en grands lofts ou autres. Mais on est plutôt sur une logique de recyclage du foncier, effectivement. On n'a pas... les bâtiments qu'on construit ne sont pas forcément des bâtiments qui ont une durée de vie. On ne les construit pas pour qu'ils durent des siècles. Donc ils devront être travaillés très fortement pour être réutilisés. Vous m'entendez? Oui. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est le fait que les sites dans lesquels on travaille, même si c'est des sites à vocation industrielle, l'activité logistique ne crée pas généralement de pollution pour les sols. Donc on a des terrains qu'on peut généralement réutiliser une fois que les bâtiments ont été démolis, ce qui n'est pas forcément le cas, pardon pour le micro, pour des sites industriels où il y a souvent un impact sur les sols qui est beaucoup plus important et qui nécessite une dépollution, voire même qui ne permettent pas une réutilisation pour du logement, du bureau ou des services urbains à terme. Donc voilà, je ne pense pas que les entrepôts tels quels seront réutilisés, sauf exception, mais on n'obère pas le futur en construisant des entrepôts sur un terrain. Christophe, un complément? Sur la réversibilité des surfaces, moi j'ai mis en place à 4 reprises des petits locaux logistiques. Hein. Ce n'est pas des dizaines et dizaines de milliers de mètres carrés, c'est quelques milliers, 3000 pour le plus gros, mais dans d'anciens parkings, véhicules qui étaient inutilisés et souvent très bien placés. Et qui permettait une arrivée massifiée des marchandises. Et on a reconverti dans le 15e arrondissement 3000 m² de parking en espace urbain distribution qui fonctionne depuis 2013. On travaille sur un projet sur la gare de Perrache à Lyon où pareil, là on a un parking qui va être reconverti en espace urbain distribution sur 3500 m², donc ce n'est pas des petites surfaces pour le milieu urbain. Donc bon, là, on voit que la logistique peut reconvertir des surfaces inutilisées ou dont l'utilité n'est plus acceptée enfin, par les élus ou par le quartier. Autre question? Par rapport à ce que vous avez dit, hein, entre le marteau, pour répondre quand même à la question de départ, entre le marteau et l'enclume, en fait, la réponse, c'est la souplesse.
Ça vous permet d'amortir les chocs. Voilà. En tout cas, merci à tous les 4 pour vos analyses. Merci à vous pour votre participation. Et puis bon salon. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, Michel.